Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un update lecture. Donc l'update lecture du mois de février, enfin mi-janvier, mi-février, bref. Je sais qu'il y en a un il n'y a pas longtemps, mais j'essaye de trouver un rythme régulier pour mes updates lecture et donc il faut que je vous fasse une vidéo de tous ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant pour pouvoir repartir du bon pied. C'est un peu compliqué, mais en gros, à partir de maintenant, il devrait y avoir un update lecture par mois. À part s'il y a des mois où vraiment ça va mal et je n'ai lu aucun livre, là, à part vous dire bonjour, coucou, au revoir, je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose. Mais voilà. Donc, je vais essayer de tenir ce rythme-là. Je garantis rien, mais c'est mon objectif. Je vais commencer par vous parler de mon update lecture, donc d'un service presse que j'ai reçu sur le site Simplement Pro, donc de Anna Hoitch. J'espère que je le dis bien. Vous aurez un encart parce que du coup c'est un dématérialisé. C'est une nouvelle en fait de 115 pages à peu près, dans laquelle en fait on suit notre héroïne qui est une impie. Une impie, qu'est-ce que c'est dans ce monde de dystopie, donc futuriste? C'est une personne qui a été destituée de tous ses droits à la suite soit d'un crime, soit de circonstances pas très claires, notamment si vous êtes contre le régime, vous avez des chances d'être impie un jour. Donc on suit cette héroïne là qui est une impie et qui n'a pas de chance puisqu'en fait en plus d'être impie elle a une combinaison. Cette combinaison en fait est censée être interdite mais en réalité elle ne l'est pas puisque, enfin si elle l'est mais tout le monde s'en fiche on va dire, puisque beaucoup d'impies l'ont sur eux et c'est une combinaison qui est carrément greffée à votre corps qui vous ne pouvez pas vous en débarrasser une fois que vous l'avez et qui permet à votre propriétaire. Donc, j'ai oublié de le dire, mais une impie, en fait, c'est l'équivalent d'une esclave, clairement. Vous n'avez plus aucun droit, vous devez juste obéir à votre propriétaire. Vous ne pouvez même pas vous déplacer sans son accord. Et donc, si vous faites quelque chose de mal, ce propriétaire a la possibilité de vous envoyer des décharges électriques à travers cette combinaison. Des charges qui, donc il peut régler l'intensité, et si vraiment il en a marre, ça peut aller jusqu'à la mort. Voilà. Pour vous donner l'ambiance de la nouvelle. C'est une nouvelle que j'ai bien aimée. J'ai trouvé que le thème de l'esclavage dans un monde futuriste comme ça était bien trouvé. Ça fait un peu peur, j'avoue, parce que c'est clairement un futur qui pourrait être possible. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de magie ou quoi, ça reste réaliste, donc ça fait un peu peur. Les émotions de notre héroïne sont assez bien représentées. On s'imagine sans peine la douleur que c'est, l'horreur que c'est de ne pas être maître de sa propre vie. Évidemment, il va lui arriver plein de choses qui vont faire qu'il va y avoir une rébellion, etc. C'était intéressant. Maintenant, j'ai trouvé dommage le fait que ce soit juste une nouvelle de 115 pages et que ce ne soit pas un roman entier, puisque je pense que ça se prêtait bien à un roman. On a eu l'impression du coup que ça allait très très vite, qu'on passait d'une action à une autre et que tout s'enchaînait sans vraiment de lien, en fait, des fois, par moment, juste parce qu'il fallait faire avancer l'histoire. Donc voilà, c'est un peu le bémol de ce service presse. Après, c'est peut-être aussi parce que du coup, comme je l'ai dit sur TikTok ou sur Instagram, je sais plus, c'est que en fait, je suis pas habituée à ce format d'histoire. Moi, les nouvelles, j'en lis quasiment pas, donc je suis pas habituée à ce que tout aille très très vite comme ça. Après, si vous aimez les nouvelles, peut-être que vous allez adorer celle-ci du coup. Voilà. Ensuite, deuxième service presse que j'avais reçu, donc de Stéphane Lavaux, si je me trompe pas. Vous l'aurez encore en encart du coup, c'est un siècle de papillons. J'espère pouvoir vous mettre une couverture parce que pour être honnête, celle que j'ai reçue dans mon livre dématérialisé, je pense, va se faire striker par YouTube. Voilà, donc il me semble qu'il en existe une autre, donc j'essaierai de vous mettre celle-ci si je la trouve. Dans ce roman, qui est encore une fois un roman court, ce qui a 150 pages tout au plus, on suit l'histoire d'un robot qui a une particularité, c'est qu'en fait ce robot a été acheté, on va dire, pour élever un bébé qui s'appelle Sophie, je crois.
je sais plus du... Émilie, pardon. Émilie, et qu'en fait, il va tellement bien réussir sa tâche qu'il va s'attacher à cette famille et à Émilie, et en fait, il va tomber amoureux d'Émilie. Et évidemment, un robot, c'est immortel. Enfin, disons que ça ne vieillit pas de vieillesse. Donc on va suivre l'histoire de ce robot au fur et à mesure des décennies, au fur et à mesure des générations aussi, puisque forcément tout le monde va lui survivre. Et donc on va voir comment va évoluer cet amour qui est censé être impossible. Parce que un robot, ce n'est pas censé avoir des sentiments. Et Et l'histoire va remettre un peu en cause la certitude qu'apportent les 3 lois de la loi Asimov, je crois que c'est ça. Parce que ces 3 lois, en fait, elles nous offrent la certitude qu'un robot ne pourra jamais faire autre chose que ce qu'on lui dit de faire, puisque il ne peut pas nous désobéir, il ne peut pas porter atteinte à lui-même ou à un autre humain. Mais en fait, peut-être que s'il est capable de développer des sentiments, c'est peut-être qu'ils peuvent trouver un moyen de détourner ça, ou pas. Voilà, c'est un peu la question que pose ce roman court, et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Là, pour le coup, le format court m'a pas du tout dérangé, parce que c'était vraiment une histoire d'amour, on se focalisait sur ça, et je pense qu'en faire un format plus grand, plus étendu, aurait été un peu ennuyant. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce service presse là, je vous conseille à fond d'aller le voir, surtout si vous aimez les science-fiction, les dystopies et la romance. C'est un genre que j'aurais pas cru possible, mais qui franchement donne super bien dans ce roman. Et l'idée d'avoir un robot qui développe des sentiments était vraiment super bien travaillée et restait compréhensible en fait, on se perdait pas dans des termes techniques incompréhensibles. Là ça restait vraiment très bas niveau et c'était super. Ensuite on va passer à Beast of Prey de Ayanna Gray, donc le tome 1, Que la chasse commence, aux éditions de Saxius. Dans ce tome on suit Kofi, qui est une jeune fille qui vit avec sa mère dans le zoo de la ville en fait, et qui travaille pour régler une dette qu'elle a. Donc elle ne peut pas partir de là-bas. Et on suit en parallèle Ekon, qui lui est un futur guerrier, qui veut à tout prix prouver sa valeur pour devenir un guerrier de la ville, donc un frère de l'ordre, enfin en gros la ville a une certaine religion, il y a des dieux, et comment dire, je vais y arriver, hein. Les guerriers qui représentent ces dieux-là, qui sont censés les défendre, qui défendent la ville, sont très très respectés. C'est genre le but ultime de Ekon, devenir l'un des leurs, et pour y arriver il y a une épreuve. Malheureusement il va rater cette épreuve, et pour se rattraper il va décider d'aller chasser le fameux Shetani, c'est ça, qui est une espèce de tigre qui évolue dans la jungle qui borde la ville et qui régulièrement fait des massacres en fait. Régulièrement on trouve des cadavres massacré, vraiment réduit en pièces par ce Shetani. Donc évidemment, il fait régner la terreur, mais personne ne l'a vu, personne n'en a réchappé en fait. Et donc Ekon va se lancer à la poursuite de ce dernier, mais il va être obligé de collaborer avec notre Kofi, puisque elle aussi va se lancer dans la même quête, mais pas pour le tuer, pour le ramener au zoo en fait, pour se faire pardonner de quelque chose. Voilà. Ils vont devoir collaborer, évidemment. On va suivre leurs relations, leurs aventures, etc. Et j'ai adoré ce livre. En fait, parce que déjà, la majorité de l'intrigue se passe dans la jungle. Et on a vraiment l'impression d'y être. Les descriptions sont vraiment magnifiques. Vraiment, j'avais l'impression de voyager tout au long du récit. Et c'était juste trop bien. En plus, il y a une notion de pouvoir dedans qui est super bien utilisée. Ni trop ni pas assez. On reste dans l'ombre, on ne comprend pas jusqu'à la fin ce qui va se passer. On est vraiment avec les personnages, on découvre en même temps qu'eux. Et vraiment, je me suis imprégnée donc, de toute l'atmosphère, de la relation qu'il y avait entre les deux, et j'ai trouvé ça vraiment ultra bien. En plus, comme je l'ai dit, il y a des dieux. Et en fait, tous ces dieux, tout ce folklore fait référence à un folklore qui existe vraiment, qui est celui d'Afrique du Sud. En postface, l'autrice nous explique d'ailleurs quels sont les éléments qui font référence à quoi dans je vais y arriver, la religion africaine.
la civilisation africaine, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant, c'est pas des religions qu'on voit représenter très très souvent, et ça change un peu, et honnêtement ça marche vraiment bien dans celui-ci. Ensuite je vais vous parler de Circé de Madeleine Miller aux éditions Pocket, donc qui est une réécriture du mythe de Circé, ça porte bien son nom, qui est donc une demi-déesse puisque c'est la fille du roi Hélios, du dieu Hélios, et d'une nymphe, donc demi-déesse. Et on suit vraiment toute son histoire, de son enfance, enfin de sa naissance jusqu'à sa disparition, si on peut l'appeler ça comme ça, enfin jusqu'à la fin de son histoire. Et c'est un mi-temps pour moi, puisque on voit la dureté qu'a été sa vie, le fait de ne pas être respectée, d'être une sorcière, d'être exilée quasiment tout le long de sa vie. On comprend vraiment la dureté qu'a été, mais alors, je n'ai pas accroché à l'écriture en fait, je pense. Toute la première partie du roman, donc avec elle étant enfant, je n'ai pas du tout réussi à accrocher, j'ai même failli abandonner parce que forcément quand on est enfant, il se passe pas énormément de choses, on va dire. Les plus grands actes de nos vies se passent quand on est adulte, donc quand on est enfant, en fait, on avait un peu l'impression que c'était une succession d'anecdotes qui n'étaient pas forcément toutes les unes aux autres, mais qui avaient leur importance plus tard dans le récit, forcément, mais sur le coup, nous, on le savait pas au moment où on le lisait, et pourquoi je dis « j'étais toute seule à le lire ». Enfin bref, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'accrocher et à plonger vraiment dans le récit. Là où ça allait mieux, c'était au moment de l'exil de Circé. Donc elle se retrouve exilée par son père sur une île toute seule. Et là, on voit vraiment Circé qui prend de l'assurance, qui devient une vraie femme, une vraie l'équivalent d'une déesse, quoi, qui se comporte comme une déesse avec les autres. Et là, vraiment, je l'ai trouvée très charismatique et j'ai plongé dans le récit. Et pour le coup, là, on arrêtait de faire des sauts dans le temps à tout va. On suivait vraiment une histoire linéaire, donc notamment ces histoires d'amour. Et là, vraiment, pour ce côté-là, j'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant. D'un côté, je suis contente qu'on ait eu la première partie parce que ça expliquait beaucoup de choses dans la deuxième, mais elle était beaucoup trop longue pour moi en fait. Il aurait fallu la raccourcir. Et donc voilà, ce n'était clairement pas un coup de cœur pour moi et plutôt une lecture en demi-teinte pour ce roman-là. Je sais que de la même autrice est sorti Le Chant d'Achille, que je ne pense pas avoir lu. C'est un peu compliqué dans ma tête, je mélange un peu avec Les Exilés de Troie, où il me semble qu'il y a Achille aussi. En tout cas, si je ne l'ai pas encore lu, il faudrait que je vérifie. Je vais quand même tenter de le lire, mais j'espère que l'écriture m'ira mieux. Ensuite, je vais vous parler d'une BD, ça fait longtemps. Donc Renaissance, le tome 1 de Frédéric Duval, je crois. Je crois que c'est ça. Qui, en fait, est... Comment dire ça ? Alors, pour vous pitcher, en gros, la Terre est vraiment dans un état catastrophique. Elle est vraiment perdue. Et Renaissance, en fait, c'est une race extraterrestre qui est envoyée sur Terre pour les aider à surmonter ça, à leur faire comprendre qu'ils ne pourront pas s'en sortir à moins qu'ils fassent un partage équitable des ressources et de tout, qu'ils arrêtent d'avoir une hiérarchie. Et voilà, c'est un peu leur histoire qui débarque sur Terre et qui essaie de faire comprendre ça aux humains qui sont plus que réfractaires. C'est très résumé parce que, pour être totalement honnête, j'en ai pas grand souvenir. En fait, je sais que j'ai bien aimé cette lecture, parce que l'idée d'avoir une race extraterrestre qui vient pour nous sauver, nous remettre un peu les idées en place en nous disant « faut arrêter vos malins, vous vous en sortirez pas comme ça », j'ai trouvé ça vraiment bien, surtout qu'ils sont pacifistes, c'est pas une approche par la guerre, quoi, c'est vraiment par la discussion. Et ça, c'était vraiment bien. Le problème, c'est que tout s'enchaîne très vite par moments et on a un peu du mal à s'y retrouver. Donc, je pense que c'est dû au fait que c'est un tome 1, qui a beaucoup de choses à digérer et que forcément il faut lire les 2-3, parce que c'est une série en 3 tomes. Enfin, le premier cycle est en 3 tomes.
Donc je pense qu'il faut lire le reste pour pouvoir vraiment apprécier. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, je vous conseille au moins d'avoir le 2 à portée de main. Parce que c'est mon cas, je ne l'ai pas fait. Donc vraiment, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que je pense que vous allez être un peu perdu avec juste le tome 1, comme moi j'ai pu l'être. Pour ce qui est des graphismes, ils sont vraiment très beaux et très réalistes. Et ça, c'est juste vraiment plutôt bien. Je vous montre juste un exemple de page pour que vous ayez un peu l'idée. Mais voilà. Et, point important, on n'avait pas du dialogue dans tous les sens comme ça peut l'être dans certaines BD, donc elle restait très agréable et très facile à lire. Et enfin, je termine cette vidéo avec ma lecture la plus récente, qui est Inheritance Games 2 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, je vous en avais parlé, je sais plus si ça avait été un coup de cœur ou pas, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci avec quelques points négatifs pour moi. C'est-à-dire que au niveau de l'intrigue, tout s'enchaîne très vite. On n'a pas l'impression que tout ça se passe en un mois. Alors que si, parce que vraiment, il se passe un truc toutes les deux pages. Et vraiment, Avery, elle ne se repose jamais. Je ne sais pas comment elle fait. Donc, c'était très agréable à lire parce que comme il y avait l'action vraiment toutes les 2 pages et que c'est une écriture plutôt young adulte, facile à lire, bah, on restait accroché tout le long, on n'avait qu'une envie, c'était de savoir la fin en fait. Par contre, un des points négatifs, c'est qu'en fait tout s'enchaîne tellement vite par moment qu'il y a des choses où j'étais obligée de relire 2 fois la page pour essayer de comprendre réellement la résolution d'une énigme, parce que ça nous était présenté comme si c'était totalement logique, alors que pour nous ça ne l'est pas forcément, on n'a pas tous les personnages en tête à tout moment, et donc il faut déjà se creuser les méninges par moment. Mais voilà, ça me l'a fait juste à 2-3 endroits du récit, c'est clairement pas la majorité du récit. Par contre, le gros point noir pour moi, c'est le triangle amoureux. Je sais que dans le tome 1, il m'avait pas dérangé, j'avais trouvé ça cool. Le tome 2, vraiment, Avery, c'est pas possible. Elle fait que des décisions Elle fait que revenir sur ses décisions en fait. Et autant on a l'impression qu'elle a grandi, qu'elle est acceptée dans ce monde, enfin acceptée, qu'elle s'y fait à ce nouveau monde, qu'elle grandit, qu'elle devient mature, autant par ses décisions en amoureux, on a l'impression d'avoir une gamine de 16 ans, quoi. Ce qui est un peu le cas, elle a 17 ans. Mais vous comprenez l'idée, quoi. Donc ça m'a un peu énervée. Enfin, énervée. Non, ça m'a pas énervée. On va pas aller jusque-là. Disons que ça m'a fait pousser quelques soupirs par moment. Mais le côté triangle amoureux est vraiment très minoritaire dans ce récit. Vraiment, il prend une place, mais très minime. Et donc, en soi, ça m'a pas totalement dérangée. Normalement, on ne devrait plus avoir ce triangle amoureux dans le tome 3. Donc, j'espère fortement qu'elle ne va pas revenir sur ses décisions et relancer le triangle amoureux, parce que sinon ça va pas être possible. Vraiment. Ou du moins que ça va faire comme le 2 et que on va nous le mentionner à certains moments, mais que ça va pas prendre la grande place dans l'histoire, parce que vraiment sinon ça va pas être possible. En tout cas, j'ai très hâte de lire le tome 3 pour avoir le fin mot de l'histoire. Je l'ai dans ma pile à lire, donc il va pas y rester longtemps, moi je vous le dis. Voilà pour cette update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. Mine de rien, j'en ai fait un il y a 2 semaines, mais j'ai déjà 6 livres à vous présenter. Donc c'est bien de lire, mais il faut assumer derrière, le rythme derrière. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus et ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, c'est totalement possible. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!